Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du match du Barça contre le Real Valladolid demain à domicile. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, est-ce que tout le monde va bien après ce tirage au sort de Ligue des Champions déjà, tout d'abord? Beau petit tirage de Ligue des Champions. On tombe contre le Bayern, contre Dortmund, il y a Monaco, il y a Brest, il y a l'Atalanta, il y a les Young Boys de Berne, il y a Benfica et l'Étoile Rouge de Belgrade. Krivne. Zvezda. Voilà. Bon, ça fait des beaux petits matchs. On tombe contre des équipes, certaines abordables, d'autres un petit peu moins, mais franchement j'ai plutôt confiance, je suis assez satisfait du tirage au sort. Voilà, j'en ai parlé dans un live hier, on a fait le live du tirage au sort. C'était sympathique ce petit live, et puis voilà, c'est pas un tirage spécialement facile, mais en vrai quand on regarde le tirage du PSG ou de certains autres groupes où il y a vraiment des grosses, il y a au moins 4 ou 5 grosses équipes dans ce petit groupe, on va appeler ça un groupe, même si c'est pas vraiment des groupes. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Nous, ça va. On a été un petit peu épargné par le tirage et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien si on arrive à garder nos joueurs en forme pendant longtemps. Évidemment, si on perd un joueur à chaque match, là par contre ça va être difficile. Donc je sais pas si vous avez vu une info là qui est ressortie aujourd'hui sur Negreira, donc un jour avant le match du Barça. Voilà, le juge a dépoussiéré certains dossiers, donc qui dit réouverture, pas vraiment une réouverture parce que voilà, c'est juste histoire de remuer la merde comme on dit. Donc qui dit ça de la part des médias, tout ça, dit que le Barça est en train de faire quelque chose de bien, hein. Enfin, évidemment, voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Le Barça a fait 3 matchs, 3 victoires, on se débrouille plutôt bien. Nos chers amis madrilènes, eh bien ça se passe un petit peu moins bien pour eux. Hier soir, ils ont fait match nul contre Las Palmas. Ils ont quand même réussi à faire match nul. Ils sont pas passés loin d'une défaite. Donc évidemment, le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on évite de parler de certaines choses et on essaie de trifouiller un petit peu les voisins pour essayer de les déranger dans leur vie paisible, j'ai envie de dire, hein, presque. C'est un peu ça quand tu as peur en fait, de toute façon, hein, quand tu as peur de quelqu'un, tu vas essayer de l'attaquer sur autre chose lâchement en fait. Tout simplement, tu vas pas essayer de le battre, comment dire ça, en étant plus fort que lui. Non, si tu sens que tu ne peux pas être plus fort que lui, tu as ce sentiment un petit peu d'infériorité, eh bien tu vas juste essayer de l'atteindre par un autre moyen. Et c'est ça que fait un petit peu les médias, que font un petit peu les médias, parce qu'il n'y a pas qu'un seul média, évidemment. Donc voilà, ça c'est assez drôle de voir ça, c'est pas forcément étonnant, personne n'est surpris, hein, de toute façon, on avait compris un petit peu ce qui allait se passer. La saison dernière, on avait eu une saison assez catastrophique, et il y a eu quand même certains trucs. Dès qu'on regagnait un match, on sortait la tête de l'eau. Negreira, genre, et tu repars dans l'eau. Donc c'est drôle. C'est assez marrant de voir ça, je trouve. Moi, ça me fait rire. Petite info aussi, Mercato. Il y a Hansi Flick qui a parlé en conférence de presse d'avant-match et il a parlé d'Eric Garcia. On savait pas trop si Eric Garcia allait rester, allait partir à Girone, retourner à Girone après son année de prêt là. Et il a dit qu'il allait rester parce que de toute façon, il n'y avait pas assez de monde concrètement. De toute façon, c'est la logique, les gars. Libérer des joueurs, ne pas être sûr en plus de ça d'en faire venir d'autres parce que c'est bien beau de libérer Garcia, mais si derrière t'as pas assez, il faut désinscrire un mec pour enregistrer un autre gars. Voilà. Je pense que le Mercato est fini. Il y aura plus aucune arrivée, plus rien, plus aucun départ non plus, j'imagine, à moins d'un retournement de situation improbable. Eric Garcia devrait rester. Hansi Flick, il a dit qu'il pouvait dépanner en défense centrale, enfin c'était son poste, et aussi dépanner donc au milieu. Il a dit qu'on avait 2 options pour remplacer Marc Bernal, c'était Marc Casado et Eric Garcia. Sachant qu'Eric Garcia peut jouer, est de base un défenseur, et qu'en défense, les amis, rappelons-nous, on a Cubarsí et Inigo Martinez, c'est tout. On a Dominguez derrière, on a Andrés Cuenca, c'est bien sympa, mais c'est des joueurs de l'équipe B. Est-ce que c'est suffisant pour faire certains matchs? Il y a la Ligue des Champions qui va démarrer, il y a beaucoup plus de matchs maintenant, il y a plus d'équipes, donc plus de matchs. C'est plus le même format, il va y avoir la Coupe d'Espagne qui va démarrer au bout d'un moment. On n'a encore pas tous nos joueurs qui sont disponibles, qui reviendront de blessure, on sait pas trop. Frenkie de Jong, d'un coup ça nous sort qu'il faut qu'il fasse de la chirurgie, qu'il se fasse opérer, et donc qui dit opération dit encore plus de temps d'absence. S'il se fait
pas opérer, tu reviens, il y a de fortes chances qu'il rechute. Donc ça se trouve, il va pas vouloir se faire opérer, il va essayer de se soigner comme ça, revenir, il va rechuter, ou alors il sera pas à 100%, bref, c'est pas optimal. On démarre la saison de toute façon avec des gros absents qui sont des joueurs quand même assez importants de l'équipe, hein. Je dois le rappeler, Gavi, bon ça faisait longtemps, Gavi, Frenkie, Ronald et Christensen. Ce sont 4 joueurs quand même qui étaient titulaires il y a encore pas si longtemps que ça dans cette équipe. Donc il faut aussi le prendre en compte. Donc ce qu'on arrive à faire là pour l'instant, pour le moment, 3 matchs, 3 victoires, c'est quelque chose d'assez positif. Maintenant, il va falloir, comme je l'ai dit hier dans mon live, pour aller loin en Ligue des Champions, pour essayer de faire quelque chose, il va falloir essayer de gérer au mieux les joueurs. Voilà, tout simplement on fait avec ce qu'on a. Fleet il l'a dit, hein, je fais avec ce que j'ai. Il a fait genre, il était très satisfait de l'équipe. Frérot, pas à nous. Quand on regarde l'équipe, on a quasiment plus aucun défenseur. La doublure de Baldé, c'est Gérard Martin, la doublure de Koundé, c'est Hector Fort, sans vouloir leur manquer de respect et dire quoi que ce soit. Mais c'est léger quand même, c'est très très léger. Et puis la doublure des défenseurs centraux, là pour le moment on a Garcia, Koubarsi et Inigo Martinez. Ce qui en soi, rien que déjà là de base, je trouve ça quand même assez léger en termes de niveau. J'aime bien Koubarsi, mais Garcia et Inigo Martinez, bon voilà, moi personnellement je partirais pas avec le titulaire de base, donc pour moi c'est pas forcément des titulaires. Et derrière il y a personne d'autre, donc c'est un peu léger. Est-ce que l'effectif est suffisant, sachant qu'on n'a pas de 6 non plus? Là il y a Casado actuellement qui est le seul 6 de l'équipe. On peut mettre Garcia comme on a dit, c'est cool. Derrière il y a personne d'autre. Donc être satisfait de cet effectif, frérot, pas à nous, s'il te plaît, pas à nous. Mais bon, je comprends. S'il commence à parler un petit peu, ouais, c'est vrai qu'on a une équipe, on n'a pas une équipe pour jouer tous les tableaux et tout, on va pas pouvoir rivaliser. On connaît la suite, le pauvre. Donc, c'est normal, il protège un petit peu aussi sa tête et aussi la direction, évidemment, là où ça a été assez compliqué, hein. On reviendra peut-être sur le bilan du mercato. Je pense qu'il sera quand même assez négatif, le bilan du mercato. Même si Daniel Olmo, j'adore, hein, et qu'il va énormément apporté, le mercato dans son ensemble pour étoffer l'effectif est très léger, voire quasiment inexistant. Bref, donc on va essayer de bien gérer l'effectif, de faire des rotations. Je pense que là, en plus il y a la trêve qui va arriver, on connaît ces histoires de trêve, on a déjà la fin de l'histoire, donc on espère que certains joueurs pendant la trêve, alors il y en a qui ont tendance à se blesser pendant la trêve et qui sont déjà blessés, donc comme ça au moins c'est réglé. Vous allez me dire, ils pourront pas se blesser vu qu'ils le sont déjà, mais il y en a d'autres, voilà, il y en a d'autres qui jouent beaucoup et qu'on n'a pas envie qu'ils abusent. Regardez le Koubarsi et Fermin Lopez par exemple. Fermin Lopez qui a pas trop joué là depuis son retour, donc ça déjà ça va, c'est positif on va dire, parce qu'il a quand même beaucoup enchaîné. Eh bien ils sont pas appelés avec l'Espagne, mais ils sont appelés avec les U21, donc c'est pareil en fait. Concrètement ils sont quand même appelés, ils vont quand même aller avec leur sélection, même si c'est les sélections de plus jeunes. Donc on espère quand même un peu de gestion aussi, on espère que pendant la trêve il y aura pas de dinguerie, on espère que les sélections vont pas forcer avec certains joueurs, même Dani Olmo, même Pedri, moi ça me fait un petit peu peur, j'ai pas envie qu'ils se blessent eux, parce qu'imaginez on a plus Pedri et Dani Olmo au milieu. Je suis pas sûr que l'effectif soit suffisant et que Fleet soit très content finalement de cet effectif. Donc là l'objectif peut-être contre Valladolid ça va être de faire quelques rotations. On va jouer à domicile, donc on a cet avantage là entre guillemets de jouer à domicile. Bon, si on peut parler d'un avantage dans ce stade là, mais en tout cas on joue quand même à domicile. Valladolid c'est pas une équipe facile, franchement on l'a vu contre le Real Madrid, certes ils se sont fait éclater un petit peu quand même, ils se sont fait éclater 3-0 contre le Real, mais on avait vu quand même pas mal de difficultés de la part du Real. Alors on peut parler des difficultés du Real en soi, je sais pas si c'est un rapport avec le fait qu'ils aient eu du mal contre Valladolid ou le fait que voilà Mbappé est en train de détruire un petit peu petit à petit le Real Madrid, c'est pas ça le sujet vraiment, mais on est en train de se poser cette question, est-ce que c'était pas le Real qui était mauvais ou est-ce que c'était Valladolid qui était bon? Je pense que c'était un peu des deux entre guillemets, sans dire que Valladolid était très bon, mais ils ont posé un gigabus. Concrètement il y avait double gigabus de la part de Valladolid et il va pas falloir s'attendre à autre chose. Valladolid vont défendre à 11 dans leur surface et essayer de jouer les contre-attaques au mieux. Concrètement ça va être ça le plan, donc ça va être assez intéressant aussi de voir ce Barça là face à une équipe qui a ce style de jeu là et qui peut nous poser des problèmes. On l'a vu par le passé, un passé récent, on a vu qu'on avait du mal contre des équipes qui posaient le bus parce qu'on avait très peu de solutions. Il y avait ce problème de passe axiale et de passes dangereuses. On en parlait déjà depuis longtemps. On disait que le Barça faisait pas assez de passes dangereuses dans l'axe pour casser des lignes, pour essayer de
pas de forcer le passage dans l'axe, mais essayer des passes risquées, tu vois, qui pouvaient faire des différences plein axe. On l'a vu avec Flick depuis qu'il est arrivé, le Barça essaie beaucoup plus de jouer comme ça, et c'est intéressant. Maintenant, il y aura beaucoup moins d'espace si les équipes d'en face posent un bus, il y aura beaucoup moins de place dans l'axe. Généralement, ça va défendre de manière assez compacte, il va y avoir beaucoup de densité, beaucoup de joueurs dans l'axe, donc très peu de place pour que les joueurs puissent faire des différences tout simplement dans l'axe, quoi. Donc on avait un Barça qui surtout jouait des passes qui contournaient le bloc, qui passait par les côtés, qui essayait de centrer pour une potentielle tête de je sais pas quoi. On avait un défenseur à la fin du match qui essayait de monter pour apporter on la connaît un petit peu l'histoire, Ronald Araujo qui finit en 9. On connaît un petit peu cette histoire là, c'est compliqué. On va voir si Hansi Flick a la solution miracle entre guillemets, ou alors si tout simplement on va avoir un Lamine Yamal des grands soirs qui va essayer de faire des différences. Le problème là-dedans, c'est que si on veut faire des rotations et faire souffler certains, eh bien là c'est complicado. C'est complicado parce que contre des blocs bas, on a besoin de joueurs qui sont très techniques, on va dire très à l'aise dans les petits espaces, et des joueurs qui peuvent faire des différences, que ça soit par des frappes de loin, des qualités de centre aussi de Lamine Yamal, qui peut envoyer des très bons centres dans la surface, et Lamine Yamal qui dribble et qui à lui tout seul peut faire quand même pas mal de différences. C'est un peu le dilemme qu'on a pour ce match-là, c'est est-ce qu'on fait des rotations, par exemple, est-ce qu'on fait souffler Pedri, est-ce qu'on fait souffler Lamine, alors que typiquement pour ce genre de match-là, on a besoin d'un Pedri, on a besoin d'un Lamine. C'est complicado, ouais. Mais on va en parler tout de suite, on va voir ensemble la composition d'équipe, c'est parti. Voici donc mon 11. Voilà, j'ai décidé de ne pas faire souffler Lamine. C'est peut-être le scandale du siècle. Qui sait, sans plaisanter là, arrêtons un petit peu de plaisanter. C'est vrai que Lamine joue beaucoup, c'est vrai que j'aurais aimé le faire opposer. Le problème c'est que son remplaçant, en fait on a le choix. Soit on met Ferran Torres ici, soit on met Rafinha. C'est que Rafinha va devoir dribbler dans cette zone là s'il reste collé à la ligne, et ça ne fonctionne pas. Soit on met Pau Vitor. Pau Vitor, si on le met ici, il va jouer de manière très axiale, on le sait. Et Koundé n'est pas un latéral qui monte beaucoup. Donc, en fait, Pau Vitor fera très peu de différence par le dribble sur le côté. Si Koundé tient un petit peu haut, Pau Vitor qui rentre dans l'axe, il y aura très peu de complicité sur la droite. Ça va être très compliqué pour qu'il se passe quelque chose sur la droite. Sachant qu'on sait que sur la gauche, il se passe généralement pas grand-chose non plus. Même si avec Rafinha et Baldé, ça devrait être mieux que le dernier match avec Ferran et Martin. Mais quand même. Donc c'est pour ça que je me dis c'est compliqué. Maintenant c'est sûr qu'il va forcément falloir faire souffler Lamine, un de ces quatre, et pourquoi pas le faire sortir plus tôt. Par exemple, Lamine Yamal, à chaque fois pour le moment, il est sorti autour de la 85e, quelque chose comme ça. Est-ce que ça serait pas mieux des fois de le sortir autour de la 60e? C'est comme ça, c'est comme ce qu'on faisait un petit peu avec Pedri la semaine dernière, où Pedri, on avait besoin de lui sur le terrain, il rentrait, il jouait titulaire, mais il sortait autour de la 60e quoi. Ou alors non, c'était avec l'Espagne ça peut-être, je sais plus, je confonds. Mais avec l'Espagne, il jouait 1 heure. 1 heure, il jouait son match et après c'était Olmo qui rentrait. Peu importe si l'Espagne gagne, peu importe ce qui se passe sur le terrain, Pedri sortait. Pourquoi pas faire quelque chose un petit peu comme ça aussi, le faire sortir? J'hésite énormément à mettre Lamine Yamal titulaire. Ça me dérange presque un petit peu, mais je me dis on a trop besoin de lui. Surtout le Valladolid, en vrai, c'est typiquement le match piège. Il faut aller chercher cette victoire. Cette victoire avant la trêve. Faire un 4/4 avant la trêve, sachant que le Real a fait un faux pas contre Las Palmas et qui joue contre le Betis Séville, qui est une équipe qui peut poser peut-être plus de problèmes au Real Madrid, qui peut leur faire plus de mal. Il faut prendre les 3 points et s'échapper un maximum, on va dire. Donc je parlais de Lamine, Lewandowski, Rafinha à gauche, Dani Olmo au milieu avec Fermin et Casado. Pedri, pour le coup, je le fais un petit peu souffler. Et après, en défense, je fais souffler Koubarsi, qui a beaucoup enchaîné avec les JO. La semaine dernière, il a quand même beaucoup joué. Il a joué avec l'Espagne et les JO. Et là, il revient, il joue déjà. Donc pourquoi pas mettre Garcia, qui quand même a des qualités de relanceur, même si c'est pas le spécialiste des duels aériens et tout ce que vous voulez au niveau de la défense. Mais on sait que Valladolid, logiquement, vont pas poser énormément de problèmes sur notre défense. Logiquement, on va avoir une grosse domination et ils vont passer leur temps à défendre. Ça, c'est la logique. Donc en termes d'animation, on sait que Lamine Yamal, bon, il va faire ce qu'il a à faire sur son côté. Il va coller un petit peu la ligne. Rafinha va rentrer dans le demi-espace gauche. Baldé va prendre le couloir gauche. Essayer de combiner avec Rafinha, ça serait pas mal. Avoir un petit truc. Ils prennent souvent le couloir. Quand il le prend pas, Rafinha le prend. Des fois, Rafinha peut prendre, par exemple, l'aile, faire son appel et Baldé peut rentrer aussi à l'intérieur du jeu
jeu, il aime bien faire ça Baldé. Je l'ai répété 100 fois, mais pour moi Baldé a plus de facilité, ou en tout cas ça serait mieux pour lui que ça soit dans ses courses, en tout cas un latéral qui rentre au cœur du jeu. Il adore le faire balle au pied. Je pense qu'il pourrait être intéressant, parce que Baldé pour moi, je pense là de ce qu'on voit, c'est qu'il a un peu de mal à déborder, à venir dribbler, déborder et centrer. Que s'il se retrouve à l'intérieur du jeu, des fois il arrive à percer. Si Rafinha fait un appel pour lui libérer l'espace ici, il fait un appel dans le couloir, et Olmo fait un appel, je sais pas, peu importe, mais dans l'axe, et qu'il y a une place pour s'engouffrer ici, et essayer de faire des différences plein axe. Après faire une petite passe dans l'axe pour Olmo, sur le côté pour Rafinha pour centrer, pour Lewandowski, j'en sais rien, tu vois, une petite passe, une petite balle piquée, quelque chose comme ça peut être intéressant. Le Baldé s'infiltre comme ça dans l'axe, ça peut être sympa, je pense. Bref, donc Rafinha dans le demi-espace, Baldé qui prend le couloir, Olmo après qui sera un peu électron libre, j'ai envie de dire, un peu comme Pedri, on va dire, omniprésent au milieu, qui est un petit peu partout. Un Fermin Lopez qui se projette un petit peu dans le demi-espace, qui apporte un petit peu de soutien aussi à Lamine Yamal pour pas que ça soit uniquement Koundé. Lamine, s'il déborde ici, s'il vient fixer son latéral, Fermin, c'est bien qu'il fasse un appel dans le demi-espace, dans la profondeur, comme ça Lamine soit lui fait la passe, et Fermin après fait une passe au centre. On l'a expliqué un peu la dernière fois, Olmo qui se projette à l'entrée de la surface, Lewandowski qui vient premier poteau, Rafinha deuxième, et là Fermin il a le choix. Donc Lamine sert Fermin dans la profondeur, tac, et il arrive ici dans l'angle de la surface, et il a le choix entre la passe en retrait pour Olmo, la passe au premier poteau pour Lewandowski, ou au deuxième poteau pour Rafinha. Donc ça c'est le genre de phase de jeu assez intéressante, mais il faut essayer d'appuyer là-dessus, parce que Fermin c'est un joueur qui fait beaucoup les appels comme ça, Olmo c'est un joueur qui est très dangereux à l'entrée de surface, donc pourquoi pas, selon comment se passe le match, ça peut être intéressant de voir ce genre de choses. Donc un Casado en 6, sans surprise entre guillemets, parce que il y en a pas d'autres de 6 concrètement. Blessure de Marc Bernal, et puis c'est tout. De toute façon, il n'y a pas de Gavi qui pourrait à la limite jouer à ce poste-là, mais bon, comme beaucoup le disent, Casado est trop petit pour jouer en 6, donc je pense que Gavi aussi du coup, N'Golo Kanté aussi du coup, et Kimmich aussi du coup. Enfin bref, donc du coup Casado, le seul qui peut jouer à ce poste, il le fait très bien. En plus de ça, c'est vrai que peu de gens l'ont vu jouer, et du coup ils pensent que Casado n'est pas un 6. Ce débat là en soi n'existe pas, mais bon, il essaie d'être un petit peu créé par certains. Il n'y a pas de débat, Casado est un 6, un pur 6 de formation, de tout ce que tu veux. Il a joué toute sa vie en 6. Dire qu'il n'est pas un 6, ce serait ne pas connaître le joueur tout simplement. Donc Casado pourra très bien faire l'affaire, agressivité, intensité, qualité de passe dans la relance, orientation sur les ailes, jeu long, jeu court, vista, bref, Casado c'est un joueur assez complet. Il n'a pas la qualité, la finesse technique peut-être d'un Bernal, évidemment, d'un Pedri, d'un mec comme ça, qui ont cette petite qualité technique, cette petite patte, ça c'est sûr, mais faut pas non plus le prendre pour une chèvre, le type. Donc je pense qu'il est capable de faire ça. Évidemment que s'il y a des longs ballons sur Casado, des dégagements du gardien, il va avoir du mal à jouer les ballons de la tête. Il faudra peut-être qu'un Inigo vienne lui donner un coup de main, ou même un Garcia, même si Garcia c'est pas sa spécialité, mais qui vienne un petit peu aider entre guillemets. C'est sûr que de toute façon Casado peut pas se rajouter 20 cm, c'est sûr, mais c'est comme ça. Faut faire avec ce qu'on a, comme a dit Flick. Donc voilà, je pense que ça, on n'est pas trop mal. En termes d'animation, c'est à peu près ce qu'on retrouve assez souvent. Une ligne devant assez surchargée, avec beaucoup de joueurs offensifs. Et puis voilà, essayer de passer par l'axe. Essayer de trouver des passes un petit peu risquées dans l'axe. Il y aura beaucoup de solutions. Il y aura des joueurs comme Olmo et Fermin qui sont des joueurs quand même très offensifs, qui pourront aussi apporter du danger sur des frappes, mais qui pourront aussi énormément bouger au milieu de terrain et apporter des solutions par leur mouvement, leur disponibilité. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ma compo. C'est vrai que c'est les dilemmes quoi, de faire souffler les joueurs, ne pas les cramer, faire attention. Il y a la trêve qui arrive, en espérant que pendant la trêve les sélections n'abusent pas. Par exemple, je pense à Lamine évidemment, Lamine titulaire indiscutable à tous les matchs et jouer toutes les minutes. J'espère que ça n'arrivera pas. L'Espagne quoi, c'est la Ligue des Nations les sélections elles jouent là, les sélections européennes, c'est la Ligue des Nations, les qualifications pour la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, faut arrêter, c'est des faux trophées qui n'existent pas, qui sont là juste pour faire beau. Ça sert à rien la Ligue des Nations, on s'en fout. Voilà, si on la gagne, on est content, mais en soi de sacrifier entre guillemets certains joueurs pour se qualifier pour la Ligue des Nations, faut pas aller trop loin non plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est mon message. J'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous feriez autrement pour la composition d'équipe, si vous faites plus de rotation, si vous mettez Pedri, ou alors si vous sortez Lamine, si vous mettez Ferran Torres titulaire aussi, peut-être capitaine, je sais pas, dites-moi.
Dites-moi tout. On se retrouve demain, le live d'avant-match. Le match est à 17h, donc vers 16h. Autour de 16h, on sera en live pour parler de la composition d'équipe, un petit peu d'actu, un petit peu du match, tout ça. Et puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao, ciao.